Salut tout le monde, nous sommes avec un aventurier à vélo aujourd'hui, Giorgio, qui a réalisé le premier tour du monde sur un vélo en bois, un vélo qu'il a lui-même fabriqué, un voyage de 9 mois, 33 127 km à travers 4 continents, 31 pays, décolle à plus de 5000 mètres, un désert australien traversé sous 55 degrés, 1574 heures, l'équivalent de 66 jours sur la selle du vélo, une nuit passée à 4900 mètres d'altitude et puis également une nuit en prison, ça s'est passé au Pakistan. Pour savoir comment cette nuit en prison s'est déroulée et pourquoi cette nuit en prison, vous êtes au bon endroit. Ici, c'est les aventuriers. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast Les Aventuriers produit par La Fabrique Audio. Bonjour Giorgio. Bonjour Florent, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, content d'être de retour à la maison. Et alors tu n'es pas sur ton vélo, tu es derrière le micro. On va commencer par te présenter aujourd'hui. Ton prénom est italien, on l'a entendu, Giorgio. Un nom de famille qui est belge, Fouarge, donc tu as la double nationalité. Exactement, un peu de culture de partout en Europe. Actuellement tu habites à Bruxelles ? Exactement. Là, je pars de Bruxelles. Je suis parti de Bruxelles pour mon voyage. Je suis revenu à Bruxelles et là, j'essaye d'un peu avancer à Bruxelles. Résident du monde, parce que je crois que tu as vécu dans plein de pays et plein de villes différentes. Oui, j'ai eu la chance de vivre dans la campagne anglaise, j'ai eu la chance de vivre à Bruxelles et j'ai eu la chance de faire mes études et un peu travailler à Madrid. Cette idée de ce tour du monde en vélo, un vélo en bois, comment elle est arrivée dans ta tête ? Mais cette idée, c'est une évolution. Donc elle n'est pas arrivée directement, j'ai pas directement eu l'idée de me dire je veux faire un vélo en bois. Quand j'étais jeune à l'école, j'arrivais pas vraiment à étudier et tout ce que j'arrivais à lire, c'est les histoires de Bougainville, de Mike Horn, de Marc Beaumont, de James Cook. Et je voulais toujours faire une aventure par mes propres moyens. J'ai d'abord rêvé voile et pendant le confinement, j'ai commencé à faire du vélo. J'ai rencontré un ami avec qui on a construit ce vélo en bois et on s'est mis le challenge de faire un vélo en bois sur lequel on pouvait parcourir plus de 30 000 kilomètres. Et c'est comme ça que l'idée a grandi, de d'abord aller jusqu'en Inde, puis aller jusqu'en Australie, et puis pourquoi pas réaliser le tour du monde. On a regardé un peu quelles étaient les spécificités d'un tour du monde, et on s'est lancé dans le challenge. Un vélo fait en bois de noyer, un bois qui vient d'une forêt qui est à quelques centaines de mètres de chez toi à peine. Ça s'appelle la forêt de Soignes à Bruxelles. C'est juste derrière chez moi, juste derrière chez mes parents, pour être plus exact. Et je trouvais ça magnifique de se dire qu'on prenait un matériel qui vient de derrière chez soi, un arbre qui m'a probablement vu grandir, qui a grandi proche de chez moi, et le prendre et faire un tour du monde, emmener un bois de Bruxelles au Pakistan, en Inde, en Amérique du Sud. Je trouvais que l'image était belle. Tu nous citais ton pote avec lequel tu as réalisé ce vélo. Du coup, est-ce que ton pote était également avec toi présent lors de ce tour du monde ? Non, il n'était pas avec moi, il n'a pas fait le tour du monde. Lui, donc maintenant, il lance sa boîte de vélos en bois, qui sont magnifiques d'ailleurs, et maintenant, on sait qu'ils sont vraiment solides. Et lui était pas avec moi, mais il était toujours avec moi dans mon cœur et sur le vélo. Rouler avec un vélo en bois, ça change quoi ? Mais ça change beaucoup et pas beaucoup. Donc, on va pas gagner un Tour de France avec un vélo en bois. C'est un vélo qui a pas beaucoup de rigidité, mais qui amène du confort. Donc, par jour, je pouvais passer de temps en temps entre 10, 12, 13 heures sur mon vélo. Donc, c'était vraiment aussi un objectif d'avoir un challenge physique. Et donc, ce vélo était beaucoup plus confortable qu'un vélo en carbone, en titane ou en aluminium. Mais on en perdait en rigidité et donc en efficacité. Quand on parle d'un vélo en bois, on parle de quoi ? Du cadre ? On parle des rayons également ? Non, quand même pas. Non, j'aurais aimé que tout soit en bois, c'est vrai. Et j'ai été critiqué à plusieurs reprises parce que mes roues n'étaient pas en bois, la chaîne n'était pas en bois. On parle du cadre, bien évidemment. Quoique, on pourrait peut-être aller jusqu'à la selle. Il y a des selles qui se font en fibre de lin maintenant. Donc c'est un dérivé du bois. Mais moi, j'avais vraiment que le cadre qui était en bois.
Alors, première étape de ce voyage qui a duré 9 mois au total. Une première étape, Bruxelles, Istanbul, la Turquie. Étape de 3500 kilomètres. C'est une étape que j'ai fait plus ou moins en 2 semaines et demie. C'était le début de mon voyage. On a eu quelques pépins de production du vélo à cause du bois qui est arrivé un peu en retard. Donc le vélo était seulement prêt 2 semaines avant. Et heureusement que j'ai commencé en Europe parce qu'il y avait une facilité d'accès, des magasins et pouvoir un peu changer des choses sur mon vélo qui m'ont permis de surpasser les premières erreurs qu'on avait fait. En fait, au tout début, mon vélo tremblait un peu parce que mon poids était mal réparti sur mon vélo. Mais avec tous ces magasins, j'ai pu changer certains matériaux et la répartition du poids, ce qui m'a permis de bien continuer mon voyage. Le voyage donc Bruxelles-Istanbul, il s'est passé comment cette première étape ? Elle était lente. Elle était très lente. Mentalement, c'était dur de se dire, je pars de Bruxelles avec l'objectif d'arriver à Bruxelles. Donc, j'ai appris en partant qu'il faut se faire des plus petits objectifs. Il faut se faire des objectifs mentaux pour avoir constamment une certaine injection de dopamine et avoir des objectifs qui sont réalisables. Donc, Bruxelles-Istanbul, je savais qu'en arrivant à Istanbul, j'avais le droit de prendre une pause et j'avais le droit de me reposer. Et donc là, après ça, je préparais la deuxième étape. Elle s'est très bien passée, même si j'ai eu quelques pépins en Roumanie et en Bulgarie, tout s'est très bien passé. Les pépins dont tu parles, Roumanie, Bulgarie, c'était quoi comme pépins ? Je me suis fait lancer des cailloux et des tomates dessus par des enfants, et même un enfant qui a 14-15 ans qui lance un caillou dessus, ça fait pas du bien. Et tu as une idée de pourquoi ces cailloux, pourquoi ces tomates ? Qu'est-ce que tu représentais pour eux ? Je sais pas ce que je représentais pour eux. Je pense que c'était plus un jeu. C'était plus un jeu pour eux qu'autre chose, mais je m'arrêtais pas à ce moment-là. Quelles sont les grandes émotions ? Quels sont les paysages inoubliables que tu as en tête de cette première étape Bruxelles-Istanbul ? La plus impressionnante pour moi, c'est arriver à Istanbul. Passer la frontière turque. Passer la frontière turque, c'est synonyme à rentrer dans un autre monde. Être arrivé à Istanbul à vélo, c'est la route de la soie. C'est toute une histoire, tout un chemin que j'ai suivi, et je trouvais ça que c'était un moment extraordinaire. Aussi arriver en Roumanie, passer les montagnes des Carpates, je trouvais ça extraordinaire. Mais vraiment, ce qui m'a le plus marqué dans mon voyage, c'est les prochaines étapes. 3500 km pour cette première étape, tu le disais, en 2 semaines et demie. Alors, je m'y connais pas vraiment en distance et en temps parcouru, mais il me semble quand même que 2 semaines et demie, c'est pas énorme pour parcourir 3500 km à vélo, un vélo en bois. Est-ce que ça veut dire que tu es un grand sportif à la base ? Est-ce que tu t'étais entraîné avant de partir pour ce tour du monde ? Oui, évidemment, il faut s'entraîner. J'avais l'objectif en partant de faire un minimum de 150 km par jour. Et donc, j'étais entraîné, je connaissais mon corps. J'avais déjà fait un voyage Madrid-Bruxelles, auparavant. Donc, je connaissais mon corps, je savais quand pousser, quand ne pas pousser. Et en fait, c'est ce qui aide mentalement. C'est vraiment connaître les moments négatifs et comment gérer son mental. Donc, à chaque fois que ça se passe mal, toujours avoir l'objectif final et se dire que ça ira mieux au long terme. Les fleurs peuvent faner, mais elles refleuriront toujours dans le futur. Quand on est autant de temps sur une selle, alors on l'a bien compris, une selle qui n'est pas en bois, mais quand même ça reste une selle. Est-ce qu'au bout d'un moment on n'en a pas marre ? Là c'est à peine 2 semaines et demie pour cette première étape Bruxelles-Istanbul. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une forme de fatigue de la selle ? J'avais essayé plusieurs selles et on peut pas se permettre de partir avec une selle qui est inconfortable. Donc j'avais fait des kilomètres sur une selle. J'avais même fait des tests, ça s'appelle des bike fitting. Donc là, c'était savoir exactement quelle forme de vélo serait idéale pour moi. Ce vélo était plus ou moins fait sur mesure pour moi, et avec une selle qui avait été testée. J'avais testé plus de 30 selles pour voir vraiment quels sont les points de friction et minimiser les points de friction entre mon corps et la selle.
Alors, cette première étape arrive à son terme. Arrivée, tu l'as dit, spectaculaire à Istanbul. Tu traverses le fleuve du Bosphore. Exactement. C'est une ville sans fin, c'est une ville entre l'Europe et l'Asie. Et là, c'est probablement la seule fois de mon voyage où j'ai pris 6 jours de pause. Ma copine est venue me rejoindre, donc ça m'a fait penser à autre chose avant de me jeter dans le bain de l'Asie et avant de vraiment sortir de sa zone de confiance. Et évidemment, j'ai dû essayer les spécialités culinaires des durum, des kebabs au loukoum. Lors de cette première étape Bruxelles-Istanbul, tu logeais où? Tu te nourrissais comment? En Europe, c'est souvent assez facile de savoir où se nourrir. Donc, presque à chaque coin de rue, tous les 20-30 km, il y a un magasin où on peut prendre de la nourriture et de l'eau assez facilement. Et je dormais 50% du temps, je dirais, sous tente, et le reste chez l'habitant. Donc je demandais gentiment aux habitants s'ils voulaient bien m'accueillir. C'était en partie des fermiers, des habitants de villages chez qui j'allais juste stocker. Et en fait, ça m'a permis de comprendre qu'il faut oser demander. Et quand on ose demander, les gens disent rarement non. Oser demander, est-ce que je peux dormir chez vous? J'aimerais bien avoir une conversation. Et on apprend énormément à ne pas avoir peur de demander. Tu as en tête une belle rencontre que tu as pu faire lors de cette première étape Bruxelles-Istanbul. Peut-être quelqu'un qui t'a logé, peut-être quelqu'un que tu as croisé sur ton chemin? Oui, c'était le 3e jour, donc je venais vraiment de partir et c'était une journée dure avec du vent de face où je voyais pas la fin et je me demandais comment est-ce que je vais faire à faire un tour du monde si déjà au 3e jour c'est compliqué. Et je me souviens de Mina qui m'a accueilli, chez qui j'ai passé une soirée magnifique. Elle m'a offert un canapé dans sa ferme et un dîner magnifique en voyant que j'avais un peu du mal à 21h, et elle m'a invité chez elle et c'était vraiment le début des rencontres humaines et elle m'a lancé sur une très belle lancée. Est-ce que le fait de partir avec un vélo en bois, du bois de noyer qu'on a soi-même construit, fabriqué, est-ce que ça permet aussi d'attirer un petit peu l'œil de celles et ceux devant lesquels on passe, et donc de provoquer la discussion? Ah oui, complètement. Ça provoque la discussion et ça provoque un certain intérêt. Parce que les gens souvent pensent que c'est une imitation bois, et donc la première réaction c'est qu'ils viennent le toucher, ils viennent toquer dessus et ils voient que c'est du vrai bois, et donc ça crée une certaine discussion et ça crée des rencontres magnifiques. Tu citais tout à l'heure ta copine qui t'a rejoint sur cette arrivée d'étape à Istanbul. Ça a été 9 mois de distance avec elle. J'imagine que elle devait se faire de temps en temps du souci pour toi, l'aventurier sur ton vélo en bois qui traversait le monde. Oui, elle a dû se faire du souci de temps en temps et elle était très présente. Mais malheureusement, après quelques mois, on a dû arrêter la relation parce que j'étais pas assez présent. Souvent, je passais des semaines sans avoir de connexion. Je passais des semaines sans pouvoir communiquer ni avec ma famille ni avec mes proches. Et donc le voyage a dû mettre fin malheureusement à cette belle relation. Et ça, c'est un moment, un coup dur dans le voyage. C'est un moment où tu remets en cause éventuellement ce voyage. Remettre en cause le voyage, jamais. Parce que quand j'ai commencé ce voyage, je suis parti pour réussir. Et il y avait dans ma tête, jamais j'ai remis en cause ce voyage. Jamais je me suis demandé pourquoi est-ce que j'ai fait ce voyage. Parce que je pense que quand on commence à douter, c'est le début de la fin. Et moi, je sais que je suis très mauvais perdant et j'aurais beaucoup de mal à accepter de rater. Le voyage était toujours primordial et le voyage était toujours la première chose qui était dans mon cerveau, et donc ça n'a jamais remis en cause cet aspect-là. On parlait de nourriture un petit peu tout à l'heure. Est-ce que quand on s'apprête à faire un voyage sur 9 mois en vélo, un vélo en bois et à parcourir plus de 33 000 km, est-ce qu'on se dit qu'il faut manger certains aliments, d'autres qu'il faut mettre de côté? Tu mangeais quoi quand tu étais comme ça sur ces étapes? Mais on y pense au début, évidemment. On y pense évidemment au début. Après, il y a plusieurs types de nourriture. Donc, en Europe, je pensais à ce que je mangeais, je pensais à faire attention, mais on n'a jamais le temps de vraiment calculer. On m'avait posé une question: combien de grammes de carbohydrates tu mangeais par jour? On n'a pas le temps de calculer, et en fait, quand on est sur le vélo, le secret, c'est de manger beaucoup. C'est le pétrole du cycliste.
et juste manger beaucoup de pâtes, manger beaucoup de glucides et tout ce qu'on trouve, on le mange. Il y a des aliments, il y a des plats que tu as regretté d'avoir mangé une fois assis sur la selle. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a surtout de l'eau que j'ai regretté d'avoir bu. Il y a des aliments que j'ai regrettés. Je me souviens, en particulier, c'est un peu plus loin dans le voyage, mais c'était en Inde, avant une montée dans l'Himalaya. Il y avait un seul restaurant. Donc en Inde, c'est souvent comme ça. Il y a un restaurant dans un village qui fait un plat. On m'a demandé si je le voulais épicé ou pas épicé. J'ai évidemment dit pas épicé, mais pour les papilles européennes, c'était quand même déjà assez corsé. Et j'ai eu du mal à finir le plat avec tous les Indiens qui étaient autour de moi, qui rigolaient. Et moi qui avais du mal, je transpirais, j'avais des gouttes qui tombaient, ils rigolaient. Et la montée après a été rude. On part d'Istanbul où on est resté quelque temps pour se détendre un petit peu. On est dans quel état d'esprit une fois qu'on quitte cette belle et grande ville turque ? Déjà, on a l'impression de jamais la quitter, cette ville. Elle est tellement énorme que pendant 120 km, j'étais toujours dans les friches industrielles. Et on était dans un état d'esprit mixte parce qu'on a peur, mais on est excité de l'inconnu. On sait qu'on rentre vraiment dans un autre monde. On quitte l'Europe, on quitte ce qu'on a connu toute notre vie. En sortant de la ville aussi, j'ai déchiré mon pneu. Donc ça, c'était quelques kilomètres après être sorti de la ville. J'avais cherché ces pneus pendant plusieurs jours à Istanbul parce qu'évidemment ça change tous les plus ou moins 3000, 4000 kilomètres. On essaye en tout cas. Et j'ai roulé sur une bouteille de vin cassé et j'ai déchiré mon pneu en deux, ce qui m'a obligé à trouver une solution et de j'ai vidé un dentifrice que j'ai coupé et j'ai mis un dentifrice entre ma chambre à air et mon pneu, ce qui m'a permis de rouler 400 km jusqu'au prochain. Donc pas de dentifrice pendant quelques temps, mais un pneu qui fonctionnait. Exactement. Là, c'est désormais une nouvelle étape qui démarre. Elle va t'emmener où ? Quel est l'objectif de cette étape qui va durer 8000 km ? L'objectif de cette étape, c'est de traverser la Turquie, traverser l'Iran, le Pakistan, aller en Inde, passer par l'Himalaya népalais, revenir en Inde et aller jusqu'à Kolkata. Ça, c'était l'objectif rationnel, mais au fond de moi, j'espérais que la guerre civile s'arrête au Myanmar et que je puisse traverser le Myanmar pour aller au Vietnam d'une seule traite sans devoir prendre un autre moyen de transport. La Turquie, l'Iran, le Pakistan, il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est le respect du voyageur et l'hospitalité de celles et ceux que tu vas croiser. À plusieurs reprises, je m'étais caché à un endroit pour mettre ma tente, donc on essaie vraiment quand on met sa tente de se cacher pour que personne ne vienne te déranger. Et plusieurs reprises, j'ai un fermier qui est venu, qui a déposé un petit déjeuner devant ma tente. Je me souviens un matin, on m'avait déposé un café avec un petit déjeuner bien garni et je sors de ma tente et le fermier me salue de loin. Mais ça, c'est pas du tout à une seule occasion. On s'arrêtait souvent pour me proposer de la nourriture, même sans avoir aucune discussion parce que cette personne parlait potentiellement pas anglais. Et donc, ils avaient un respect du voyageur pour apprendre comment est le monde à l'étranger, mais aussi par pure sympathie. Alors, on le disait en préambule de ce podcast, il y a eu une nuit un petit peu particulière au Pakistan. Que s'est-il passé lors de cette nuit particulière ? Je pense que tu parles de la nuit où j'ai fini en prison. Absolument. Oui, donc en fait, quand je traverse la frontière entre l'Iran et le Pakistan, donc j'arrive vers 15h, la frontière ferme. C'est la frontière la plus au sud de l'Iran où on a le droit de passer à vélo. Les policiers et les militaires pakistanais me disent que je peux passer la frontière, mais je suis obligé de prendre le bus. Là, je baragouine un peu, je mens un peu en disant que je suis copain avec l'ambassadeur et ça passe, mais il m'oblige à tous les soirs dormir dans des hôtels. Malheureusement, à la frontière, il y avait aucun endroit où je pouvais changer de l'argent. À la fin, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un camionneur qui a bien voulu changer l'équivalent de 6 € avec moi, mais la distance était quand même importante entre la frontière irano-pakistanaise et Karachi, la plus grande ville où j'aurais pu changer de l'argent. Et donc, impossible d'aller dans les hôtels le soir. Je me cachais des autorités, étant accueilli par la population locale ou mettant ma tente à un endroit caché.
jusqu'au jour où l'équation a vite été résolue. Il y a 5 hôtels dans la région, donc c'était la région du Baloutchistan, une des régions les plus pauvres du Pakistan. Il y a 5 hôtels dans la région, il y a un blanc, il a pas été à l'hôtel, il y a un souci. Et donc ils me suivaient un peu, je passais les checkpoints et un soir, ils m'ont arrêté en me disant que je suivais pas leurs consignes et ils m'ont pris de force dans une prison où j'ai dû passer la soirée en prison, mais ils m'ont donné de la nourriture et à la fin ils étaient quand même assez sympathiques. Direction l'Inde, et là ça y est, hein, tu rentres désormais dans un monde qui est un petit peu plus différent de ce que tu connaissais jusqu'alors. L'Inde, c'est très dur de l'exprimer en mots, c'est un chaos total. Quand on avance, il y a des klaxons partout, c'est un bruit constant, c'est très dur de rouler à vélo là parce que les routes sont ou de très mauvaise qualité ou tout le temps encombrées. En fait, on n'a jamais, même si on est dans le milieu de la campagne, on a toujours l'impression d'être en ville. Et donc c'est assez compliqué, et surtout la densité de la population fait qu'on n'est jamais tranquille. Il y a toujours quelqu'un pour venir nous embêter. Et par exemple, au milieu de la nuit, tu es dans ta tente et là il va se passer quelque chose d'assez inattendu. Oui, exactement. Je me souviens, je vais me coucher et je vois une personne au loin en allant me coucher, et je me suis dit il y a des chances qu'elle m'ait pas vu, je vais cuisiner quelque chose et je vais m'endormir. Mais en fait, cette personne m'avait vu et est revenue au village, et une demi-heure après, quelqu'un est rentré dans ma tente en me demandant comment je vais, mais il faut s'imaginer que c'est une tente d'une personne, donc c'est vraiment une tente qui est pas très grande. On était vite à l'étroit. Il me touchait pour imager un peu la situation. Il m'a réveillé en me touchant avec son doigt. Et là, je me réveille et c'est une scène extraordinaire qui se passe autour de moi. Il y a une personne qui monte sur mon vélo, l'autre qui est en train d'ouvrir mes sacs, cette personne qui est dans ma tente, et tout autour, il y a 30 personnes autour de la tente. Donc, d'abord, j'avais un peu peur, c'est vrai, mais vite, les gens étaient sympathiques avec moi, et j'ai été sympa avec eux, et on a passé une bonne soirée. Ça veut dire que c'était plutôt de la curiosité, on vient te toucher le visage, on vient monter sur ton vélo, on vient finalement découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Exactement, on vient à la découverte de l'inconnu, et c'était aussi pendant tout ce voyage, je trouvais qu'il y avait ce côté de vouloir découvrir l'inconnu à travers le respect du voyageur, et peut-être parce que eux avaient pas les moyens de voyager, avaient pas les moyens de voir à quoi le reste du monde ressemblait, qui voulaient le savoir à travers nous et à travers une certaine curiosité qui pouvait de temps en temps être mal interprétée. Et je me souviens être assis à un midi, et une personne est venue s'asseoir à côté de moi, alors qu'il y avait un espace de 200 mètres, et c'est vrai que l'espace personnel est pas compris comme en Europe, et cette personne m'a touché le visage. Et je me souviens qu'il y avait rien de méchant dans son geste, mais c'était juste un geste très très étonnant. Et donc c'est des situations inattendues qui se passent, mais qui rendent le voyage extraordinaire. D'autres situations inattendues, c'est plutôt des situations en lien avec des questions qu'on t'a posées dans la rue. En Inde, de temps en temps, est revenue la même question. Oui, est revenue la même question sous des angles un peu différents. C'est comment est-ce que tu deviens heureux ? Comment est-ce que tu trouves le bonheur ? Et c'est une question qu'on a dû me poser à une quinzaine de reprises. Et c'est intéressant parce qu'on m'avait jamais posé cette question avant. Avant, j'avais du mal à comprendre. Enfin, la première fois qu'on m'a posé cette question, j'étais étonné. De plus en plus, elle faisait du sens, et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant comme approche
Parce que généralement, on a l'habitude ici en Europe de nous poser des questions. Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Et c'est une question qui fait réfléchir et une question que je trouvais intéressante et ils m'ont peut-être aidé à essayer de trouver la bonne réponse. Et par exemple, eux, qu'est-ce qu'ils te disaient? Quelle était leur manière de voir la vie? Eux, leur manière de voir la vie, c'était à travers la réussite personnelle. Mais la réussite personnelle n'est pas la même que chez nous. Donc c'était pas une réussite monétaire, mais c'était plus une réussite spirituelle. Donc être heureux à travers un développement spirituel et son développement intérieur. Direction ensuite le Népal que tu vas traverser. Il se passe quoi à un moment donné dans cette traversée? Le Népal, c'est extraordinaire. Moi, c'est un rêve. J'adore depuis tout petit. Je suis un fan de montagne, des Alpes aux Pyrénées et l'Himalaya. Ça fait rêver. Et donc j'arrive, je vois l'Himalaya. Je suis arrivé là à vélo et je fonds en larmes. C'est la première fois de mon voyage ou la deuxième fois de mon voyage où je fonds vraiment en larmes. On réalise l'importance de ces montagnes qui donnent presque le torticolis parce qu'elles sont si grandes et en fait on sort des plaines du Gange pour se retrouver devant des monstres qu'on escalade à vélo dans des routes sinueuses pendant des heures. Il y a un auteur auquel tu penses quand tu es devant cet Himalaya? Oui, en particulier, je pense à Sylvain Tesson qui traverse l'Himalaya. J'avais lu en fait en traversant chaque pays, j'essayais de lire des récits du pays, des récits historiques ou des récits aventuriers, et je pense au livre Lakshadulu de Sylvain Tesson, et on le lit et on se projette dans les mêmes visions, dans les mêmes sentiments, dans les mêmes émotions que lui vit en traversant ces montagnes, en passant ces routes, en parlant aux locaux, et on voit la même chose. Des pèlerins, les pèlerins qu'on rencontre aussi. C'est un moment de rapprochement avec l'auteur que je trouvais assez magique. Quand on est dans cette zone montagneuse, est-ce que c'est très dur quand on est sur son vélo? Et c'est compliqué, c'est plus compliqué que sur le plat. Mais il y a une certaine mentalité que j'ai eue pendant tout mon voyage, toujours de regarder de l'avant et prendre les choses comme elles sont. Donc on sait qu'on a une montée devant nous, on va adapter nos résultats, on va adapter nos kilomètres. On sait que quand il faut grimper de montagne, on va pas pouvoir faire autant de kilomètres que quand c'est plat. Mais donc il faut s'adapter, il faut comprendre son corps et comprendre quand est-ce qu'on peut pousser et quand on peut ne pas pousser. Et encore une fois, le secret, c'est de bien manger et de toujours avoir de l'énergie. Après cette traversée au Népal, tu te retrouves à quel endroit, Giorgio? Après la traversée au Népal, je traverse le Népal, j'arrive à Katmandou. À Katmandou, là, j'ai un gros problème avec mon vélo. Il se passe quoi? Je dois changer. Mon changement de vitesse casse sur la montée à Katmandou, donc on doit monter à 2000 mètres pour redescendre à 1500 mètres. Et donc là, je me retrouve avec un braquet, donc un ratio de vitesse fait pour le plat. Donc je devais pousser énormément. Et j'avais pas de solution parce qu'après ça, je devais sortir de l'Himalaya, trouver un moyen de sortir de l'Himalaya sans vitesse. Et là, personne a la mauvaise idée d'avoir un vélo de course, avoir des changements de vitesse de course. Donc j'ai dû trouver une solution et j'ai trouvé un changement de vitesse de vélo comme les vélos hollandais que j'ai installé sur mon guidon de manière un peu particulière, mais ça a tenu et ça m'a emmené jusqu'à Kolkata, jusqu'en Inde. Depuis le mythe de l'Iran jusqu'au bout de l'Inde, j'ai dû parler à 2 femmes, et ça c'était au Népal. Mais à part ça, les femmes font pas partie de la société. J'ai pas été attiré par une femme, ce qui rend les choses assez étonnantes. On réalise que c'est une société qui marche complètement différemment de la nôtre, et le fait de ne pas avoir cette attirance envers le sexe opposé est différent, change son quotidien.
après l'Inde, il y avait Myanmar, la Birmanie donc. Au moment où tu arrives, la guerre est toujours là? Exactement, la guerre est toujours là, elle est toujours là aujourd'hui. Et c'était un rêve pour moi d'essayer d'arriver le plus loin possible sans prendre l'avion. Et là, je suis bloqué, je suis obligé d'aller à Kolkata. Et de là, aller à Kolkata et prendre l'avion jusqu'au Vietnam. Ça n'aurait pas été possible d'aller au nord de Myanmar, Birmanie, et de redescendre ensuite vers le Vietnam? J'y ai beaucoup pensé. J'ai même essayé de faire donc au nord de la Birmanie, c'est la Chine. J'ai essayé de demander des visas, mais il faut d'abord demander un visa chinois et puis un visa tibétain. Et à ce moment-là, à cette période-là, donc il y a plus ou moins 1 an maintenant, la Chine était toujours bloquée. Il n'y avait pas d'entrée ni de sortie d'étrangers. Donc impossible de rentrer en Chine, impossible d'avoir un visa et impossible de traverser le Myanmar. Et j'avais pas le choix. Tu es donc obligé de prendre l'avion pour arriver au Vietnam à cause de la guerre au Myanmar. Et là, tu as des soucis à la frontière. Tu es même obligé de faire un faux visa. Oui, en arrivant à la frontière, comme j'ai dit il y a quelques instants, l'Inde, j'ai adoré, mais je voulais en sortir. C'était un chaos total. Il y avait du bruit constant. Je voulais voir autre chose. Ça faisait déjà longtemps que j'étais dans le pays. J'arrive à l'aéroport et on me dit que mon visa n'est pas valide, que je pouvais pas partir et que je devais encore rester au moins 1 ou 2 semaines en Inde. Et là, sur le moment même, étant un peu frustré, j'ai vu à quoi ressemblait un visa. J'ai fait un faux visa. Je ne recommande évidemment pas de faire ça. J'ai fait un faux visa et je suis devenu copain avec les autorités locales indiennes qui m'ont laissé partir jusqu'au Vietnam avec mon vélo. Mais le vrai problème, c'est quand je suis arrivé au Vietnam, ils ont vite réalisé que c'était un faux visa et ils ont voulu me renvoyer à Calcutta, en Inde. Et après 3 heures de négociations assez intenses, j'ai fini par avoir une conversation avec le commandant de la police de Hanoï, qui lui était fan de vélo, était fan de mon voyage et m'a laissé passer. On quitte l'Inde pour se retrouver à nouveau dans un monde qui ressemble un peu plus à celui qu'on connaît. Tout est un petit peu plus facile. Les routes sont peut-être plus praticables déjà? Exactement. Les routes sont de meilleure qualité. Il y a pas des chameaux et des vaches au milieu de la route constamment. Donc ça aide déjà pas mal. Et il y a des points de ravitaillement plus ou moins partout. L'Asie du Sud-Est, la nourriture est très bonne, la nourriture est moins épicée et on a un accueil assez exceptionnel. Je pars de Hanoï, je descends tout le Vietnam pour arriver à Ho Chi Minh. Là, de Ho Chi Minh, je vais vers Angkor Wat, Bangkok. Je descends toute la Thaïlande pour arriver à Phuket. Et à Phuket, l'objectif, c'est de trouver un bateau pour aller jusqu'en Australie à la voile. L'objectif, c'était de minimiser l'avion et de prendre le plus possible des voiliers et le bateau, donc vraiment faire ça à la vitesse. Les Anglais ont une expression, ils disent by fair means. Ça veut dire ne jamais utiliser le moteur. Et mon voyage était basé sur ça, d'avancer sans le bruit du moteur, d'avancer grâce à la force de la nature, grâce à la force du vent, grâce à la force des jambes. Avant de prendre ce bateau, tu es encore dans le port de Phuket et tu vas y bosser dans ce port quelques semaines avant d'embarquer sur ce bateau. Pourquoi est-ce que tu vas travailler là-bas ? Donc j'ai trouvé un vieux marin australien qui avait besoin de descendre en Australie et qui avait besoin d'un compagnon. Qui avait besoin d'un matelot et ça me faisait bien évidemment plaisir de l'aider. J'ai travaillé pendant 3 semaines sur le bateau. J'ai appris énormément de choses jusqu'au jour du départ et malheureusement le voyage sur ce bateau a pas duré très longtemps. 3 jours à peine et il y a une tempête qui arrive et qui vous met sans dessus dessous, j'allais dire. Exactement. Une tempête un peu inattendue qui arrive. On avait
Sur ce bateau, c'était des bateaux très rustiques. On n'avait rien comme électronique, rien comme prévision de vent. Et au milieu de la nuit, il y a une tempête de 40 nœuds qui se lèvent. Moi, à ce moment-là, j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et je descends dans la cabine et je vois mon capitaine qui avait fini la bouteille de gin achetée quelques heures auparavant et qui était plus du tout dans l'état de sortir, qui dormait sous une énorme tempête. Et donc j'ai dû rester éveillé pendant 28 à 30 heures sans l'aide de capitaine, avec un minimum d'expérience. Tout autour, entouré d'îles, on était dans le golfe thaïlandais, entouré aussi de chalutiers. Donc c'est pas comme être au milieu de l'Atlantique où les risques sont vraiment que du bateau. Là, il y avait des risques de toucher des rochers aussi. Et donc c'était 30 heures difficiles, 30 heures où j'ai pas dormi. Je suis content de m'en être sorti. S'il y a un moment pendant ce voyage où je pense être passé où j'ai eu le plus peur et de passer le plus proche de la mort, je pense que c'était à ce moment-là. C'est toi du coup qui étais à la barre du bateau pendant que le capitaine était complètement bourré avec sa bouteille de gin? Exactement, il était complètement saoul. Il s'est réveillé à un moment, 15 heures après, et la première chose qu'il a fait en se réveillant, c'est ouvrir une nouvelle bière et aller se recoucher. Combien a duré finalement ce voyage en bateau jusqu'à l'Australie depuis Phuket? Malheureusement, il s'est arrêté 4 jours après parce que j'ai pris la décision de quitter ce capitaine. J'avais déjà passé un mois avec lui. J'ai pris la décision de m'arrêter sur une île et là, j'ai dû prendre un avion pour descendre en Australie. L'arrivée se fait à Perth et le voyage partait de Perth jusqu'à Sydney. C'était un voyage de 4200 km que j'ai réalisé en 19 jours. On passe à 200 km par jour pour traverser ce pays d'ouest en est. Pourquoi l'objectif du kilométrage a été augmenté? Déjà, j'étais plus en forme. Et l'Australie, il n'y a pas grand-chose à visiter. Quand on est au milieu du désert, de temps en temps, on a des 500, 600 km sans endroit où on peut prendre de l'eau, sans endroit où on peut prendre de la nourriture. Et donc, j'avais envie de me pousser. Le vélo, c'est très binaire. Donc, ou on avance pas. Il faisait beau, j'avais le temps, j'avais rien d'autre à faire, j'avançais. Et s'arrêter, c'était pour moi une certaine perte de temps. Mais c'est vrai qu'un jour, j'ai eu une mauvaise expérience. Un soir, je laisse mon sac de nourriture en dehors de la tente. C'est vraiment une erreur que je conseille pas de faire. Mais j'étais fatigué et je m'endors dans ma tente avec la nourriture dehors. Et au milieu de la nuit, j'entends des chiens, des dingos. C'est des chiens sauvages qui sont venus me manger toute ma nourriture. Donc j'avais deux choix. J'avais ou je rebroussais chemin, je faisais 150 km vers le village derrière moi, ou je faisais 180 km vers le prochain village, sans nourriture, avec seulement un Kit-Kat qui me restait, et j'avais assez d'eau, et c'est compliqué. Pas avoir de nourriture, on arrive vraiment au bout de ses capacités, on pense plus à rien, et j'ai même eu des hallucinations. J'ai une relation assez particulière avec mon frère, c'est un de mes meilleurs amis. Lui m'a toujours supporté pendant ce voyage et je le voyais devant moi, qui me poussait. Et j'étais entre sourire et larmes, le voir se retourner, me pousser. Il était venu me rejoindre sur l'étape européenne pendant une semaine et je le revoyais devant, en train de m'aider, en train de me dire de rien lâcher. C'était un moment assez intense. La chaleur également présente, on est à 55 degrés Celsius. Oui, j'ai eu une journée en arrivant à Port Augusta, en Australie. J'ai mon casque qui a fondu sous 55 degrés. Et 55 degrés, c'était une chaleur heureusement sèche, mais c'est quand même dans un sauna. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un sauna, mais c'est respirer de l'air chaud qui rentre à travers soi. C'est ton eau qui ressemble plus à du thé qu'à de l'eau. Donc je me souviens, j'ai un peu d'eau qui était tombée sur ma main, qui m'avait fait mal. C'était pas une douleur extrême, mais ça m'avait fait mal. Et c'était juste à cause du soleil.
Quand j'arrive à Sydney, j'essaie de repartir le plus vite. L'objectif est toujours d'avancer. L'objectif aussi est de rencontrer des gens, d'avoir des rencontres humaines. Mais l'Australie ressemble beaucoup à l'Europe, ressemble beaucoup à ce monde occidental. Il y a des magasins partout, il y a des tours partout, et c'est moins intriguant que des rencontres au milieu de la campagne. Donc j'essaie de quitter les grandes villes le plus vite possible. Et tu quittes également l'Australie, direction la Nouvelle-Zélande. Comment tu passes de l'Australie à la Nouvelle-Zélande ? Là, je prends un avion. Il y a la mer de Tasmanie, et donc c'est une des mers les plus dangereuses au monde. Je prends un avion pour passer de Sydney jusqu'à Queenstown. On passe de la verdure de la Nouvelle-Zélande aux montagnes magnifiques, aux montagnes où il y a de la neige, il y a des glaciers, et c'est assez impressionnant parce que c'est un pays qui est pas très grand du tout. Donc 1800 km, seulement 1800 km que j'ai dû parcourir à vélo, mais tous les jours mon paysage changeait. Tous les jours je passais à travers des lacs, je montais dans des montagnes, je finissais dans la jungle, et la journée se finissait entourée de volcans. Mais j'ai eu quelques jours de beau temps, mais malheureusement j'ai eu aussi 10 jours de pluie, 10 jours mouillés, 10 jours où j'avais l'impression de sortir d'un bain constamment, et ça, mentalement, c'est difficile. Et en plus, juste avant que tu arrives, la tempête était passée par là, elle avait traversé ce pays, cette Nouvelle-Zélande, et du coup les paysages étaient un peu ravagés. Exactement, il y avait des paysages ravagés, il y avait des ponts qui étaient tombés, donc moi, plusieurs fois, pour passer des routes, comme je voulais pas prendre, bien évidemment, les autoroutes, je passais par des petites routes de campagne qui avaient été fermées. Donc, je devais porter mon vélo au-dessus de rivières, et pour essayer de passer à côté et continuer mon voyage. Direction désormais, une fois que l'étape numéro 5 de la Nouvelle-Zélande et 1800 km a été franchie, direction l'Amérique du Sud. J'arrive à Santiago, au Chili, pour une étape qui va être probablement une des plus belles étapes de ce voyage. Toute la traversée de l'Amérique du Sud s'est faite dans les Andes. J'aurais pu suivre la panaméricaine qui longe la mer, donc une route plate, mais j'ai préféré passer par ces cols extraordinaires, ces gens qu'on rencontre, et j'ai la chance de parler espagnol, donc nos échanges sont plus basés sur des onomatopées comme il y avait de temps en temps en Inde et au Pakistan. On peut avoir des vrais échanges, on peut comparer notre vie, donc d'un point de vue humain c'est très intéressant, mais surtout de temps en temps on se retrouve dans des paysages qui sont si grands, qui sont énormes, avec aucun habitant à plus de 4 jours de vélo, et surtout des cols qu'on passe à 5000 mètres dans des températures où il fait de temps en temps moins 15 ou moins 20 degrés. Je me souviens très bien, à 4000 mètres, je cherchais un endroit de bivouac le soir, et il y a ce fermier local qui sort vraiment de nulle part, qui passe un sommet, je le vois, je l'attends. On a discuté pendant une petite demi-heure avant qu'il me propose d'aller dormir dans sa hutte à 4200 mètres. Donc j'ai dû remonter un champ avec mon vélo sur le dos pour aller manger dans sa hutte, on a trucha comme c'est en espagnol, c'est une truite. Et on a parlé de nos différentes visions de la vie. Et lui, il vivait tout en simplicité, et je trouvais ça magnifique. Tu as traversé le désert d'Atacama. Oui. J'allais te demander quelle est la différence entre les différents déserts que tu as pu traverser lors de ton voyage. Il a quoi de spécial, ce désert d'Atacama au Chili ? Le désert d'Atacama, il est magnifique parce que on rentre dans le désert d'Atacama sur la mer, et c'est une évolution constante. On monte, il nous suit jusqu'à 2500 mètres. Et il est aride, on plante sa tente au milieu d'un désert où il n'y a pas une seule forme de vie, mais en même temps on est entouré de montagnes, donc ça donne vraiment une perspective lointaine de ces vastes vallées et de ces montagnes qui montent à plus de 6000 mètres. Tu as traversé donc le Chili, puis l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie. La 7e étape arrive une fois que cette étape de l'Amérique du Sud est terminée, c'est la transatlantique qui t'attend. Exactement. À Carthagène, je trouve un bateau de belgo-suisse, et avec eux, on va passer 2 mois ensemble. On va passer un mois à préparer le bateau et un autre mois à traverser l'Atlantique ensemble jusqu'à Horta, les îles des Açores, au milieu du Portugal. Et là, c'était une traversée fort différente. Le bateau était en bon état,
Pas de bouteille de gin, pas une goutte d'alcool sur le bateau et pas une tempête à 40 nœuds. Là, on arrivait à les éviter. Tu sens quoi, tu ressens quoi quand tu es sur le pont du navire et que tu fais cette transatlantique ? Quand on a l'habitude d'avoir cette injection de dopamine constante avec les changements de paysage, les rencontres constantes, là, quand on est au milieu de l'Atlantique, on passe plus de temps avec soi-même, avec un paysage qui change pas, ou qui change presque pas, sur 9 mètres de long. Le bateau faisait probablement, le bateau faisait 9 mètres de long. Donc c'est vraiment un monde différent, un monde où de temps en temps, je m'ennuyais, si je dois être honnête, parce que j'avais pas ce changement quotidien qui me manquait un peu. Donc on arrive d'abord à Horta, aux Açores, et là j'ai dû changer de bateau. Renouveau, j'ai dû aller faire, ça s'appelle du bateau stop, aller toquer de nouveau à plusieurs portes de bateau, où je retrouve un autre Suisse qui m'a pris et qui m'a emmené jusqu'au Portugal, jusqu'à Faro. 2 mois d'inactivité sportive, tu remontes enfin lorsque tu arrives au Portugal sur ton vélo et là, patatrac, tu te blesses puisque le corps n'est plus habitué aux efforts. J'avais pris ça en compte, je savais que 2 mois d'inactivité, parce qu'évidemment sur un bateau, on marche on fait peut-être une vingtaine, une centaine de pas par jour, mais rien comparé à faire des 200, 280 km comme je faisais en Amérique du Sud à vélo. J'essaie quand même de faire une petite étape, mais je commence en Algarve, au Portugal, avec beaucoup de vent de face et beaucoup de petites montées très intenses qui m'ont fait mal aux genoux, et j'ai dû pédaler pendant 8 jours sous anti-inflammatoires, sous beaucoup d'anti-inflammatoires pour me permettre de pédaler. Il y a même des jours où je pédalais à une seule jambe. Après quelques jours de souffrance, direction l'Espagne, puis ensuite la France. L'Espagne, c'est quelle ville par lesquelles tu vas passer ? Donc je vais passer par Salamanque, par Valladolid, par San Sebastián, et puis après je rentre en France à Biarritz. La France, ça y est, tu viens d'y arriver, mais c'est pas la fin de ton tour du monde, puisque ton tour du monde, ton voyage va se terminer en Belgique bien sûr, à Bruxelles, donc tu vas te faire toute la France de haut en bas, enfin plutôt de bas en haut. Exactement, je fais toute la France en essayant de faire quelques détours parce que j'avais une arrivée prévue pour un dimanche et j'avais pris un peu d'avance. Donc j'ai fait quelques détours et on réalise que l'Europe est plus petite que l'Australie, que le reste du monde. Là-bas, arrivé à Bruxelles, les gens t'attendent, ta famille bien sûr, tes amis aussi, et il y a même la presse belge qui est au rendez-vous. Exactement. Il y avait beaucoup plus de gens que ce que je pensais, beaucoup plus de gens qui ont suivi mon voyage. Et quand on arrive, ça fait plaisir, mais on réalise pas vraiment ce qui vient de se passer. On pense que le lendemain, on va devoir se réveiller, remettre son cycliste et repartir. Est-ce que le fait de justement de ne pas se remettre en selle le lendemain, de reprendre peut-être un semblant de quotidien n'est pas trop dur ? Mais c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises quelques jours avant l'arrivée. Parce que sur mon bateau, sur mon vélo, j'étais bien. J'étais en harmonie avec moi-même. J'étais en harmonie avec mon vélo. J'étais en harmonie avec les paysages. Et j'étais bien. J'avais trouvé une atmosphère qui me convenait bien. Mais en même temps, j'étais heureux. J'étais heureux de rentrer. J'étais heureux de rentrer, de découvrir, de revivre et de revoir ma famille. J'étais heureux de voir mon frère qui avait eu un fils entre-temps, qui était devenu papa. Et j'étais heureux de revoir toute ma famille, j'étais heureux de revoir tous mes amis, j'étais heureux d'être de retour. Et depuis ce retour, j'imagine que les idées, les envies et les projets ne manquent pas. Il se passe quoi dans ta tête désormais et peut-être également dans tes cartons, Giorgio, pour la suite ? Pour l'instant, j'essaye d'écrire un livre sur le voyage, donc tous les jours, j'avais un journal de bord, j'écrivais aussi pour mieux comprendre mes émotions, c'était un peu comme mon ami. De temps en temps, j'étais fatigué, j'écrivais 3 lignes. De temps en temps, j'écrivais 3 pages. Et c'est une bonne manière de se rappeler de chaque petite chose. Et je vais essayer de concrétiser en écrivant un livre et en faisant un film sur le voyage. J'ai filmé énormément à l'aide de ma caméra, de ma GoPro, de mon drone. Et en espérant pouvoir en sortir un beau film.
Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, Giorgio. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain avec une nouvelle aventurière ou un nouvel aventurier. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur Spotify, sur les réseaux sociaux et puis allez également déposer vos notes et vos étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Salut! Les aventuriers. Un podcast de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer? Une destination à nous faire découvrir? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com